Histoire des mesures. Jusqu'au XVIIe siècle, il n'existait aucun système de mesure unifié. Les plus anciennes traces d'instruments de mesure remontent à l'Égypte antique. À gauche une balance, à droite la coudée, utilisée du temps de Toutankhamon. En 1795, plus de 700 unités de mesure différentes étaient encore utilisées, variant d'une ville à l'autre, d'une corporation à l'autre, selon la nature de l'objet mesuré. Cette situation était propice aux fraudes, à des erreurs et nuisait au développement des sciences. Par exemple, au Moyen Âge, les seigneurs avaient tendance à minimiser le contenu des mesures de manière à augmenter impôts et taxes, et à maximiser les mêmes mesures pour acheter. En général, ils achetaient à mesure comble et vendaient à mesure rase. La manière de remplir la mesure permet d'en faire varier le contenu, parfois du simple au double. Autre exemple, les meuniers faisaient toujours tourner le moulin lorsqu'ils recevaient le grain, les vibrations tassaient le grain dans les mesures, augmentant ainsi la quantité, ce qu'ils évitaient évidemment de faire lorsqu'ils rendaient la farine. Nombre de ces mesures étaient empruntées à la morphologie humaine. Le doigt, le pouce, la paume, la palme, l'empan, la coudée, la toise, le pas, la brasse. Mais ces mesures n'étaient pas identiques partout puisque la référence était généralement le seigneur du lieu. Prenons par exemple le pouce. Il fait partie des premières mesures qui se sont répandues assez largement. Le pouce de Paris, ou le pouce du roi, se rapporte à la mesure du pied de Charlemagne qui a le premier tenté d'unifier ces mesures dans son empire au IXe siècle. Le pied est divisé en 12 pouces de 27,1 mm. Le pouce anglo-saxon, quant à lui, se rapporte au yard, qui est la distance du nez à l'extrémité du doigt du roi anglais Henri Ier, fils de Guillaume le Conquérant. Un yard était divisé en 3 pieds, chaque pied étant divisé également en 12 pouces de 25,4 mm. Bien que la fiabilité de cette mesure originelle soit très contestable, cette unité est encore utilisée aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, mais également dans le monde entier, notamment dans le domaine de l'électronique pour les tailles d'écran par exemple, ou dans le domaine de l'automobile. Au Moyen Âge, les bâtisseurs de cathédrales utilisaient une pige, un bâton sur lequel étaient marquées les différentes mesures en application sur le chantier. La paume, la palme, l'empan, le pied et la coudée. Comme les valeurs variaient d'un maître d'œuvre à un autre, d'une région à une autre, d'une période à une autre, chaque ouvrier reportait sur sa propre pige les mesures du maître d'œuvre du chantier. Chaque mesure est la somme des 2 mesures précédentes. Sur cette miniature, le maître d'œuvre tient sa pige à la main, une autre est posée le long du bâtiment, près des tailleurs de pierre. D'autres mesures étaient empruntées aux aptitudes humaines. Ainsi, le journal ou l'ouvré correspond à une surface pouvant être travaillée par un homme en une journée. Une haumée est une surface de vigne pouvant être travaillée en un jour. Un galopin est une quantité de vin bu pendant un repas. Un arpent est une unité de mesure de surface qui pouvait varier énormément selon les usages et les régions. Ici, un manuscrit du XVe siècle montrant des arpenteurs. Enfin, les unités de mesure pouvaient faire référence à des facteurs naturels. Le picotin, par exemple, est une ration d'avoine. Encore utilisée de nos jours, elle correspond à environ 3 litres. L'aune est une mesure utilisée pour les tissus et étoffes, comme on le voit sur ce manuscrit du XIVe siècle. Les mesures de longueur. L'étalon prototype royal de longueur, qui aurait daté de Charlemagne, était la toise du Châtelet. Elle mesurait environ 1,95 m. Il s'agissait d'une barre de fer munie de 2 ergots scellés dans un mur, au pied de l'escalier, et calibrée en pied de roi. Le Grand Châtelet est un ouvrage de défense qui protégeait le pont d'accès à l'île de la Cité. Il a été détruit en 1802. Pour la petite histoire,
Vers 1667, un affaissement d'un pilier entraîne une déformation de la toise, et Colbert, alors surintendant des bâtiments, arts et manufactures, l'a fait restaurer. Mais les maçons trouvent la nouvelle toise plus courte de 0,5% que leur propre étalon, pourtant copie conforme de l'ancienne toise. Ceci est une erreur inacceptable, même pour l'époque. Malgré les plaintes des corporations, Colbert n'en démord pas et ne souhaite pas perdre la face. Il décide en 1668 que la nouvelle toise du Châtelet sera l'étalon de référence. L'histoire de la mesure est aussi histoire de politique. Les mesures de masse. À la fin de l'Ancien Régime, il règne une grande anarchie. L'unité s'appelait partout la livre, mais la valeur de celle-ci variait d'une région à l'autre, voire dans la même ville. Il existait des masses de référence appelées piles, utilisées par les commerçants et surtout par les changeurs de monnaie, comme le montre le tableau de Quentin Métsis, le peseur d'or et sa femme. Le seul étalon fiable était la pile de Charlemagne, datant en réalité du XVe siècle. Elle est constituée de godets creux en bronze entrant les uns dans les autres, sauf le plus petit qui est plein. La pile complète est constituée de 13 pièces, totalisant 25 livres. La naissance du système métrique et l'épopée du mètre. C'est la convergence des intérêts politiques, économiques et scientifiques qui a rendu possible la naissance du mètre. En 1790, l'ambition de l'Assemblée nationale est d'établir un système de mesure unique, décimal, non basé sur le corps humain et qui sera accepté dans le monde entier. Selon la formule, il fallait un instrument de mesure dédié à tous les peuples et à tous les temps. Devant l'indifférence des Anglais et des Américains, visiblement satisfaits de leur système impérial et ne souhaitant pas prendre part à l'élaboration d'un système de mesure commun, la France s'organise seule. L'Académie des sciences nomme une commission composée de 5 membres, Jean-Charles de Borda, Pierre-Simon Laplace, Joseph-Louis Lagrange, Gaspard Monge et Nicolas de Condorcet. Ils ont 3 options pour définir un étalon. La longueur du pendule simple battant la seconde à la latitude de 45 degrés, mais cette option fait intervenir le paramètre temps et elle est vite écartée. La longueur du quart de cercle de l'équateur ou la longueur du quart de cercle de méridien terrestre. Borda propose le mètre et en donne la définition suivante. Unité qui, dans sa détermination, ne renferme rien d'arbitraire ni de particulier à la situation d'aucun peuple sur le globe. Les scientifiques proposent alors de définir le mètre comme le 10 millionième du quart de méridien terrestre. Comment mesurer ce quart de méridien puisque nous ne possédons pas encore le mètre ? Le gouvernement révolutionnaire confie cette tâche à 2 astronomes et mathématiciens, Jean-Baptiste Joseph Delambre et Pierre Méchain. Delambre et Méchain n'effectueront pas les mesures sur la totalité du quart de méridien mais sur une portion suffisamment longue. Ensuite, par proportionnalité, ils pourront calculer la longueur de tout le quart de méridien de façon précise. Ils effectueront leurs mesures en toise. Cet arc, appelé la méridienne, s'étend sur 700 km de Dunkerque à Barcelone. Mais il faut compter avec les reliefs. La mesure ne peut se faire en ligne droite, mais par triangulation. L'expédition se prolongera dans des conditions difficiles, de 1792 à 1798, il faut monter le matériel en haut des clochers, franchir les montagnes, braver le froid puis les fortes chaleurs, la méfiance des habitants et surtout une situation politique des plus agitées en pleine Révolution française. La méthode consiste à construire un enchevêtrement de triangles, 115 au total, recouvrant la méridienne et ayant 2 à 2 un côté commun. Leurs sommets sont des points visibles les uns avec les autres, clochers, sommets de collines. Il faut mesurer la longueur d'un côté du triangle reposant sur un terrain relativement horizontal. On établit par visée les mesures des angles du triangle afin d'obtenir par calcul trigonométrique la longueur de tous les côtés du triangle et par projection la distance réelle.
Borda vient justement d'inventer un cercle gradué perfectionné avec lequel ils pourront mesurer précisément ce méridien. Il s'agit du cercle répétiteur de Borda. Le résultat des mesures de Delambre et Méchain est étonnant. La longueur du quart de méridien est calculée et la longueur du mètre est définie avec une erreur remarquable de seulement 229 millièmes de millimètre. Le mètre qu'ils ont calculé est malheureusement trop court de 0,2 mm environ, soit l'équivalent de l'épaisseur de 2 feuilles d'un livre. Ce n'est pas grand-chose, certes, mais 2 pages, c'est palpable. C'est une distance qui est perceptible à l'œil nu, et cela compte pour les mesures de très haute précision ou aussi pour les grandes longueurs. Il existe donc une erreur scientifique historique qui fait encore aujourd'hui partie de notre système de longueur, car cette erreur a été répercutée à chaque nouvelle définition du mètre, y compris dans sa définition actuelle. La naissance du système métrique. Le 1er août 1793, le système métrique se substitue par décret aux anciennes mesures. Le 7 avril 1795, alors que Delambre et Méchain n'ont pas encore terminé leur mesure de l'arc de méridien, la loi entérine définitivement le nouveau système métrique. Mètre pour les longueurs, ar pour les surfaces, ster et litre pour les volumes, gramme pour les masses, franc pour les monnaies. La fabrication des anciennes mesures est interdite, la France est obligée de passer au système métrique. En février 1796, 16 mètres étalons en marbre furent placés à Paris afin de familiariser la population. Il en reste aujourd'hui 2, rue de Vaugirard et place Vendôme. Mais les changements vers ces nouvelles mesures ne se sont pas faits en un jour, il a fallu attendre 1840. C'est à partir de cette date seulement que l'utilisation du système métrique est obligatoire. Cette fois, le mètre est défini et cette longueur est matérialisée par une règle en platine iridiée appelée le mètre des archives, conservé à 0°C. En 1875, lors de la conférence diplomatique du mètre, est créé le Bureau international des poids et mesures, BIPM, qui aboutit en 1875 à la Convention du mètre. Le BIPM avait pour mission de développer l'usage du système métrique dans le monde entier par la construction et la conservation de nouveaux prototypes du mètre et du kilogramme et de favoriser la métrologie dans tous les domaines. C'est ainsi que ces attributions se sont étendues aux unités électriques et photométriques en 1937 et aux étalons de mesure des rayonnements ionisants en 1960. En 1960, on découvre un nouvel étalon, 100 fois plus précis que le précédent. La radiation dans le vide du krypton 86, un des gaz rares du même nom. L'unité de mesure de base étant déterminée, il suffisait désormais d'établir toutes les autres unités de mesure, mètre carré et mètre cube, litre, gramme, etc. Car ce nouvel étalon permettait une meilleure définition des 7 autres unités de mesure dont on voit les abréviations sur le timbre consacré à la convention du mètre. En partant du haut et dans le sens des aiguilles d'une montre, M pour mètre, CD pour candelle intensité lumineuse, mol pour mol, unité de mesure de la quantité de matière, K pour Kelvin, température thermodynamique, A pour ampère, intensité du courant électrique, S pour seconde et kg pour kilogramme. Le système métrique international, SI, successeur du système métrique, est officiellement né en 1960. Il permet de rapporter toutes les unités de mesure à un petit nombre d'étalons fondamentaux et d'améliorer sans cesse leur définition, avec le support des laboratoires nationaux de métrologie. Au fur et à mesure des progrès dans la précision des mesures, les définitions de certains étalons ont évolué. Depuis 1983 et les progrès technologiques, la définition du mètre est affinée grâce au laser. Elle est définie par rapport à la distance parcourue dans le vide par la lumière en un temps donné. La réalisation du mètre peut atteindre ainsi une exactitude relative à 10 ou 11 chiffres après la virgule.
Les conceptions initiales des fondateurs du système métrique ont été respectées. Le mètre étalon est naturel, invariable, reproductible en tout temps et tout lieu et ne renferme rien de particulier à aucun peuple. Le système métrique, introduit par la France à la fin du XVIIIe siècle, a depuis lors été affiné de nombreuses fois et est devenu un système international décimalisé de mesure qui est bien accepté. Bien que le succès du système métrique fût considérable car favorisant les échanges en facilitant les transactions, le conditionnement des denrées et l'unification des normes, son adoption ne se fit pas en un jour. Si l'Europe continentale l'adoptera dès le début du XIXe siècle, à la faveur des guerres révolutionnaires puis napoléoniennes, la Chine et la Russie l'adopteront ensuite après les révolutions de 1911 et 1917. Quant aux pays anglophones, ils se rallieront au système métrique beaucoup plus tardivement en raison de l'existence de systèmes bien constitués, le système impérial pour le Commonwealth et le système US Standard pour les États-Unis. Au Royaume-Uni, le système impérial n'a été définitivement abandonné qu'en 1995 et le système US Standard, semblable au système impérial britannique, est toujours en vigueur aux États-Unis. Pour la petite histoire, Mars Climate Orbiter, un programme de la NASA, devait étudier entre autres la météorologie de la planète Mars. Lancée en décembre 1998, elle ne remplira jamais sa mission et sera perdue, très certainement détruite en étant passée trop près de la planète. Que s'est-il passé? Tout simplement une erreur de système de mesure. Les concepteurs de la sonde ont travaillé en unité de mesure anglo-saxonne, alors que l'équipe concevant le logiciel de navigation attendait les mesures en unité du système métrique. Les calculs de trajectoire et les corrections étaient ainsi réalisés sur la base de calculs erronés, ce qui a priori conduit la sonde à s'approcher trop près de Mars et à être détruite en septembre 1999. La NASA venait de perdre plusieurs années de travail, aussi beaucoup d'argent, à cause de références de mesures non communes entre ces équipes.